Une gorgée d'eau claire. Puis, soudain, une brûlure fulgurante qui lui traverse la gorge. Lina, 16 ans, s'effondre, emportée par un poison invisible que personne ne peut voir venir. Mais ce n'est pas la fin, c'est le début d'un voyage hors du corps, d'une vision qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Ce qu'elle a vu là-haut pourrait changer le monde. Restez avec moi jusqu'au bout, abonnez-vous, commentez, partagez, chaque détail compte. Je vivais dans un petit village en Irak, coincé entre des champs asséchés et les canaux d'irrigation fatigués par le soleil. La chaleur y était presque tangible, comme si chaque souffle d'air brûlait la peau, et le sable semblait absorber les murmures de la journée. Mon père travaillait comme ouvrier dans une petite usine d'eau, réparant des tuyaux, des pompes, tandis que ma mère cousait des vêtements pour les voisins et les marchés. Notre maison n'était pas grande, mais elle avait un charme ancien, les murs blanchis à la chaux, le bois craquant des volets et l'odeur persistante de cardamome et de pain frais chaque matin. Depuis mon enfance, ma famille m'avait transmis des croyances simples mais profondes. Mon père me rappelait toujours que la patience et la foi peuvent changer le destin, et ma mère me répétait des prières silencieuses quand je partais à l'école. Mais c'était surtout ma grand-mère qui peuplait mes rêves. Assise sur le tapis usé de la salle, elle racontait des histoires anciennes sur les rivières qui parlent, des légendes où l'eau se souvenait des injustices et des chagrins des hommes. Je ne comprenais pas toujours le sens, mais il y avait quelque chose dans son regard, une urgence muette qui me faisait frissonner. Et pourtant, dans les semaines qui ont précédé mon émie, le monde a commencé à changer autour de moi, subtilement, comme si le voile entre ce que l'on voit et ce que l'on ignore s'amincissait. Une semaine avant l'incident, j'ai commencé à faire des rêves étranges. Dans l'obscurité de la nuit, je voyais des poissons aux yeux humains, flottant dans des jarres vides, leur regard me suivant alors que l'eau s'évaporait. Parfois, je me réveillais en sueur, le cœur battant, incapable de dire si le rêve appartenait à mon esprit ou à quelque chose de plus vaste. Les jarres vides me semblaient me murmurer des secrets que je ne pouvais pas comprendre. « Regarde », semblait-elle dire, « regarde ce qui va arriver à ceux qui boivent sans réfléchir. » 3 jours avant le drame, une étrange amertume envahit chaque puits du quartier. L'eau que nous buvions tous les jours, celle qui nous maintenait en vie, avait un goût métallique et amer. Je sentais mes lèvres se contracter à chaque gorgée, et même les animaux semblaient hésiter à s'abreuver. J'en parlais à mes parents, mais ils souriaient nerveusement, parlant de sécheresse ou de salinité, mais je savais que ce n'était pas simplement cela. Quelque chose se préparait, quelque chose de tangible, qui ne relevait ni de la science ni de la simple coïncidence. La veille de ce vendredi 1er août 2025, je me souviens avoir bu un peu d'eau avant de sortir. Une sensation étrange me traversa la gorge, une chaleur brûlante qui monta jusqu'à mes tempes. J'avais un goût amer dans la bouche, mais ce n'était pas seulement le goût, c'était comme si l'eau elle-même me parlait, me mettait en garde, me suppliant de comprendre. Je ne comprenais pas, mais mon instinct criait que quelque chose allait arriver. Je me sentais étrangère à mon propre corps, comme si une force invisible me testait, m'observait. Le matin du drame, l'air était lourd et humide. Le ciel d'un bleu terne, presque couvert d'un voile poussiéreux, semblait contenir une menace silencieuse. En rentrant de l'école, je m'approchais de la fontaine du village, un petit bassin circulaire où les enfants venaient remplir leurs bouteilles. Je me penchai, respirant l'odeur âcre de l'eau stagnante, et je bus. Une seule gorgée. Instantanément, une douleur fulgurante traversa ma gorge, mes yeux se remplirent de larmes de panique. Tout autour de moi devint flou, le monde s'éloigna comme un écho étouffé. J'essayais de crier, mais aucun son ne sortit, et je tombais, écrasé par une oppression invisible. Le monde sombra dans le noir. Et pourtant, dans cette chute, je sentis quelque chose d'étrangement calme. Comme si chaque fibre de mon être savait qu'elle était sur le point d'entrer dans un espace que personne d'autre ne pouvait voir. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais une partie de moi, minuscule et courageuse, attendait de comprendre, d'entendre, de voir. C'était comme si la vie elle-même s'était retirée de moi, me laissant suspendu entre ce que j'étais et ce que j'allais devenir. Je me rappelle avoir pensé, et si ce que je vais voir ne revient jamais? Et si personne ne croit jamais à ce que je vais rapporter? Et pourtant, un souffle mystérieux me traversait, et une lumière que je ne pouvais nommer commença à filtrer à travers l'obscurité,
marquant le début de quelque chose qui allait changer ma perception à jamais. Chaque détail, chaque sensation étrange que j'avais ressentie dans la semaine passée semblait s'être accumulée pour ce moment précis. Tout était connecté, tout préparé pour la bascule finale. Je sentais mon corps se raidir, chaque muscle tendu comme si le fer s'était infiltré sous ma peau. Ma gorge brûlait, un goût métallique envahit ma bouche, et chaque respiration me semblait un effort insurmontable. Le monde autour de moi se déforma, les sons se dissipèrent en un bourdonnement sourd, et pourtant, je sentais mon souffle s'échapper de moi comme une brume légère, glissant dans l'air, détaché de tout ce qui m'était familier. Je n'étais plus tout à fait Lina, mais pas encore ce que j'allais devenir. Tout était flou, mais chaque image semblait saturée d'une intensité que je n'avais jamais connue. Puis, sans crier gare, je me suis retrouvé au-dessus d'un paysage qui défiait toute logique terrestre. Devant moi s'étendait une mer sèche, son lit craquelé s'ouvrant comme une peau ancienne. La poussière du fond craquait sous mes yeux, et des fissures projetaient des éclats lumineux, comme si la lumière naissait directement de la terre. Mais ce qui me terrifiait et me fascinait en même temps, c'était la présence de poissons transparents qui nageaient dans l'air, leurs mouvements fluides défiant la gravité et le sens même de la vie. Ils semblaient m'observer, me scruter d'un regard silencieux, comme s'ils connaissaient déjà la fin de tout ce qui existait. Le silence n'était pas complet. Il y avait un cliquetis subtil, régulier, comme des chaînes invisibles se mouvant dans une danse lente et glaciale. Ce son, à la fois hypnotique et menaçant, me fit frissonner. Chaque battement de mon cœur résonnait avec ces cliquetis, créant un rythme impossible à ignorer, un signal que quelque chose de plus grand que moi se préparait à se révéler. Je flottais, incapable de contrôler mes mouvements. Tout autour de moi était à la fois familier et étranger, une mer que j'avais connue mais vidée de son eau, des poissons que j'avais vus dans des aquariums, mais transparents, presque éthérés, et cette lumière douce mais inquiétante qui filtrait à travers chaque fissure. Je ne comprenais pas encore ce que je voyais, et pourtant je savais que chaque détail avait un sens. Comme si la réalité elle-même me testait, me préparait pour ce qui allait venir. Puis, je sentis une présence. Pas un corps tangible, mais une force qui pulsait dans l'air, oscillant entre menace et protection. Une voix, ou peut-être juste un souffle, me parvint, l'eau de vie devient eau de mort. Observe, écoute, comprends. Je ne voyais pas encore celui ou celle qui parlait, mais chaque mot vibrait dans mon esprit comme un avertissement. Le temps semblait s'étirer et se contracter simultanément, et je me rendis compte que je n'étais plus dans un monde linéaire. Chaque seconde se dilatait, chaque instant prenait une densité inhabituelle. Je me posais la question, et si tout cela n'était pas un rêve? Et si c'était réel? Et pourtant, je savais que je n'avais pas le choix, que je devais avancer, que quelque chose ou quelqu'un m'attendait de l'autre côté de cette mer sèche, au-delà des poissons transparents et des chaînes invisibles. Un frisson me parcourut de la tête aux pieds. Mon corps était immobile, mais mon esprit flottait, prêt à rencontrer ce qui allait suivre. C'est alors que, dans l'air chargé d'une lumière étrange, j'aperçus une silhouette au loin, calme et imposante, me faisant signe de m'approcher, comme si elle connaissait chaque mouvement que je ferais avant même que je les fasse. Je sentis mon souffle s'accélérer, mon cœur tambouriner, et malgré la peur, une étrange curiosité me poussa vers elle. Tout allait basculer encore plus profondément. Je flottais encore, incapable de toucher le sol craquelé, quand je remarquai des silhouettes qui apparaissaient peu à peu dans l'air chaud et sec. Elles étaient voilées de tissus sombres, mouvant comme des vagues d'encre, et chacune portait une jarre étrange, translucide, remplie de sable en mouvement. Le sable semblait presque vivant, tourbillonnant comme une poussière portée par un vent invisible, mais il restait suspendu dans l'air, refusant de tomber. Lorsque certaines jarres s'ouvraient, de fines gouttes noires glissaient lentement, tombant vers le sol comme des larmes d'encre, traçant des motifs sinistres sur la mer craquelée. Je ne pouvais détourner le regard, fasciné et effrayé à la fois. Qui était-il? Et pourquoi cette eau qui ne semblait pas être de l'eau, ce sable qui n'était pas du sable? Je sentais que chaque détail avait une signification, mais je ne comprenais pas encore. Puis, tout devint plus intense. Une lumière douce mais inquiétante me fit tourner la tête, et là, il apparut. Jésus. Mais pas comme dans les images ou les histoires que j'avais entendues.
Sa tunique semblait faite de sel effrité, craquant à chaque mouvement. Son visage, magnifique et imposant à la fois, était couvert de craquelures semblables à la terre asséchée. Ses yeux, profonds et graves, semblaient refléter tous les fleuves taris et toutes les pluies manquées de la planète. Je sentis mon souffle se suspendre. Il ne parlait pas immédiatement, mais la présence qu'il dégageait remplissait tout l'espace, résonnant comme une caverne où chaque écho semblait porter un message caché. Puis, sa voix se fit entendre, lente, résonnante, chaque mot frappant mon esprit comme un marteau. Quand l'eau devient poison, c'est le cœur des hommes qui a déjà pourri. Je frissonnais. Tout ce que j'avais ressenti en buvant cette eau empoisonnée, tout ce qui m'avait fait basculer, prenait enfin un sens. Il tendit ses mains vers moi. Mais au lieu de plaies sanglantes, je vis des rivières asséchées couler entre ses doigts, des fleuves desséchés et des torrents vidés de vie. Le spectacle était à la fois beau et terrifiant. Je voulais parler, poser des questions, comprendre, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Et pourtant, je sentais qu'il me comprenait. Ses yeux se fixèrent sur les miens, comme si toute ma vie, mes choix, et même ceux que je ne connaissais pas encore, étaient lus dans mon âme. Les silhouettes voilées, les jarres de sable, les gouttes noires, tout semblait lié à ce qu'il me montrait. Une vérité globale, un avertissement universel, mais mystérieusement personnel. Chaque geste, chaque image me traversait le cœur comme un courant électrique. Je ne comprenais pas tout, et peut-être que je ne comprendrais jamais totalement, mais je savais que ce que je voyais était réel, et que cela changerait tout. Les portes de jarre s'inclinèrent silencieusement, et je sentis que la rencontre avec Jésus n'était que le début de ce que j'allais devoir voir. Une prophétie, un message, un futur que je devais rapporter, même si personne ne me croirait. Puis, il fit un geste imperceptible vers l'horizon doré, et je sus que ce que j'allais découvrir ensuite serait encore plus bouleversant. Le monde que je connaissais et celui que je voyais se heurtaient maintenant, et je me tenais entre les deux, fragile mais témoin. Alors que je flottais encore dans cet espace irréel, un changement se produisit. L'air trembla, et devant moi apparut une immense cuve en verre, suspendue dans le vide, remplie d'une eau dorée qui scintillait comme si elle contenait la lumière de 1000 soleils. Assis derrière, un homme seul, Donald Trump. Son expression était grave, presque absente, et pourtant chaque mouvement de sa main semblait porter un poids cosmique. Il prit un parchemin et signa lentement. À chaque ligne tracée, l'eau dorée se transformait en poussière fine, qui tombait en pluie silencieuse sur le sol craquelé de ce monde suspendu. Je vis alors apparaître des foules en détresse, surgissant de nulle part, des hommes, des femmes et des enfants portant des bidons vides. Leurs visages reflétaient la peur et l'épuisement. Ils couraient vers les rivières disparues, vers l'eau qui n'était plus, tandis que derrière eux, des silhouettes de jarres et de sable s'effondraient doucement. Le monde que je connaissais se dissolvait en un mélange de lumière et d'ombre, et je compris que chaque geste de l'homme derrière la cuve avait des conséquences réelles et immédiates sur la vie des innocents. Derrière lui, un cadran d'horloge gigantesque flottait, sans aiguille, mais avec une seule date gravée en flammes incandescentes, 1er août 2025. Cette date pulsait comme un cœur, brûlant dans l'air autour de moi. Chaque fois qu'il approchait sa plume de l'eau, le monde semblait trembler, et je pouvais sentir l'urgence et la gravité du message. Je réalisais que cette date n'était pas une simple coïncidence, elle était un point de basculement, un avertissement précis que le temps était compté. Puis tout bascula. Un tourbillon noir s'éleva sous mes pieds, m'aspirant avec une force impitoyable. L'air se fit glacial, et je hurlais sans voix, sentant chaque parcelle de mon corps tirer vers le néant. Le goût du fer emplissait ma bouche, mes muscles refusaient de répondre, et autour de moi, des cris lointains résonnaient comme un écho du monde réel. La poussière dorée et les silhouettes disparurent dans un nuage de noirceur, et je tombai comme un objet jeté dans un puits sans fond. Enfin, je sentis le sol me rattraper. L'eau noire éclata en éclaboussures imaginaires dans mon esprit alors que mes yeux s'ouvraient brusquement. Le goût métallique était encore là, ma gorge brûlait et je toussais. Tout autour, des visages pleuraient, la panique et l'incompréhension reflétant ce que j'avais senti là-haut. Mon corps, pourtant entier, paraissait marqué par cette traversée, et je savais que ce que j'avais vu n'était pas un rêve ordinaire. Tout avait une signification. Tout avait un sens.
Et le 1er août 2025 résonnait encore dans mon cœur comme une horloge que personne ne pouvait arrêter. Je ne comprenais pas tout. Et pourtant, je savais que j'étais revenu avec un message, un avertissement que je devais transmettre, coûte que coûte. Je me réveillais à l'hôpital, le goût de chlore encore sur ma langue, et mes yeux cherchaient des repères dans une chambre blanche et trop silencieuse. Ma peau était marquée par de fines taches sombres, souvenirs tangibles de ce que mon corps avait subi. Je respirais profondément, mais chaque souffle ramenait avec lui l'amertume de l'eau, et un frisson parcourut mon échine. Même là, entre les murs aseptisés, je sentais que quelque chose avait changé en moi. Quelque chose d'irréversible. Les rêves reprirent dès la première nuit. Les jarres apparurent encore, flottant dans un espace infini, rempli de sable noir, de poussière qui semblait nourrir un monde invisible. Les poissons transparents nagent dans l'air sec de mon souvenir, et chaque fois que je buvais une gorgée d'eau, le goût amer revenait, me rappelant le frisson de l'empoisonnement. Je me réveillais en sursaut, le cœur battant, et mes mains tremblaient, comme si elles avaient encore touché les rivières asséchées que Jésus m'avait montrées. Je me mis à dessiner compulsivement. Sur le papier blanc, je laissais mes mains tracer des poissons translucides, des mains craquelées d'où s'écoulaient des rivières desséchées, des horloges sans aiguille où une seule date brillait faiblement. Mes dessins semblaient avoir une vie propre, les traits tremblaient, les couleurs bougeaient légèrement, comme si le papier respirait. Mon esprit était incapable de se détacher de ce que j'avais vu. Je ne comprenais pas comment tout cela pouvait exister, et pourtant, chaque élément semblait vrai, plus vrai que tout ce que j'avais vécu jusque-là. Ma grand-mère, observant mes dessins, fronça les sourcils. Elle murmura alors des paroles anciennes, celles que je n'avais jamais entendues dans notre vie quotidienne, quand les jarres se vident, les nations se déplacent. Ses yeux brillaient d'une lumière étrange, et sa voix tremblait légèrement. J'eus l'impression qu'elle voyait ce que moi seul avais vécu. Cette phrase résonna en moi comme une cloche, je compris que ce n'était pas un simple rêve, ni un délire dû au poison ou à la peur. C'était un message. Clair. Précis. Terrifiant. Je repensais à la vision de Donald Trump, à sa signature, à la transformation de l'eau dorée en poussière, aux foules de réfugiés. Chaque geste dans cet espace irréel avait un impact réel sur la terre que je connaissais. Je compris que les décisions de certaines personnes pouvaient provoquer la faim, la migration et la désolation. Ce n'était plus abstrait, ce n'était plus théorique. Le monde pouvait basculer, et la date gravée dans le cadran céleste le 1er août 2025 n'était pas qu'un symbole, c'était un ultimatum. Lina n'a pas seulement vu la mort, elle a vu la soif du futur. Chaque image, chaque vision, chaque sensation qu'elle a vécue est un avertissement pour tous. Et toi, si tu voyais la fin de l'eau, que ferais-tu? Prendrais-tu conscience ou détournerais-tu le regard? Partage cette histoire, commente ce que tu ressens, et abonne-toi pour ne rien manquer des autres témoignages bouleversants qui continuent de revenir de l'autre côté. Plus nous diffusons ces messages, plus le monde pourra écouter avant qu'il ne soit trop tard. Souviens-toi toujours, quand l'eau de vie devient eau de mort, c'est toute la terre qui suffoque.